Bonsoir tout le monde, merci d'être présent dans le mail numéro 5. Salut Renaud, pour la première fois on est séparés. Ouais, Comment tu vas? malheureusement. 5 épisodes, ça passe vite, hein? Ben, regarde, j'ai autant de plaisir, même encore plus de fun que le premier épisode, fait que c'est un bon signe pour continuer cette émission-là. Puis ben là, on a eu un invité la semaine dernière et là, ben, on se retrouve les deux encore juste seuls, mais on a plusieurs sujets, même on en a trop. Fait qu'on va essayer de les fitter dans le 30 minutes. Mais je veux commencer par directement, on va y aller. Loterie, c'était hier. Ouais, ben, Vas-y. si vous avez peut-être vu les réactions des gars en live, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Les regarder, Claude, Seb, puis Zach, avoir le résultat de la loterie. Donc, c'est ça. À 8 h hier, on savait qui avait Connor Bedard. Et puis, finalement, les Canadiens prendront au 5e rang. Juste avant eux, ça va être San Jose. Et puis, 3e rang, ça va être Columbus. 2e, on a Anaheim. Et puis, écoute, les grands chanceux qui ont bougé de 2 positions, qui est la logique aurait voulu qu'ils prennent 3e, mais qui finalement vont prendre premier. À mon avis, malheureusement, c'est Chicago. Ouais, ben regarde, Chicago, c'est comme l'équipe qui sont un peu. Comment je pourrais dire? Ils sont tellement chanceux. Ils finissent leur cycle. Ils viennent d'échanger Kane en mars. Et là, Ben, tout il d'un s'en coup, va cet ils se été. retrouvent avec une autre vedette générationnelle. C'est comme un peu si la Ligue nationale leur avait donné. Il y a plusieurs personnes qui parlent comme quoi c'était rigged, donc Bon, oui. c'était truqué. Mais moi, j'y crois pas. Moi, je pense que c'est Moi non complètement plus. fait. Moi non plus. C'était la deuxième équipe avec le plus de chances d'obtenir Connor Bedard et je pense que c'est complètement légitime qu'il se ramasse là. Puis bon, on sait toutes les erreurs de la gestion de Chicago dans les dernières années. Mais pour ça, regardez, je suis en France en ce moment, je suis dans le sud de la France, je suis hébergé par une amie et elle est experte en tout ce qui est un peu agression et autres. Et elle a une petite montée de lait à faire avec nous parce que vraiment, je pense que cette équipe-là mérite beaucoup de haine en ce moment. Ils ont tellement de chance et tout d'un coup, ils se ramassent avec le plus beau cadeau que la Ligue nationale aurait pu leur donner. Donc, ben, je vais te laisser, Alexandrine, venir nous joindre. Salut tout le monde! Bonjour, Alexandrine. J'espère que ça va bien. Écoutez, je me présente rapidement. Je m'appelle Alexandrine Mauvais-Lamoureux. Je suis présidente, directrice générale et cofondatrice de Seneso. Vous excuserez un peu, on est à l'extérieur en ce moment, donc il y a des tumultes qui se passent dans la rue. Donc, Seneso, c'est un organisme qui vise à prévenir les violences à caractère sexuel en milieu festif. Et c'est la raison pour laquelle je souhaitais aborder le précédent scandale qu'il y a eu avec les Blackhawks de Chicago. Je pense pas qu'on peut parler de cette équipe-là sans passer sous silence toute l'histoire qui s'est passée avec Kyle Beach. En fait, pour mettre en contexte, en 2021, Kyle Beach a décidé anonymement d'intenter une poursuite contre son équipe après avoir subi des violences à caractère sexuel, notamment de la part de l'entraîneur vidéo de l'équipe. En fait, celui-ci se serait masturbé devant lui, aurait écouté de la pornographie, en par la suite le menaçant financièrement et aussi au niveau de sa réputation, en fait, de faire en sorte qu'il soit exclu de l'équipe si jamais il décidait de parler contre lui. Kyle avait par la suite mentionné ces événements-là à la direction de l'équipe qui lui avait simplement répondu que c'était de sa faute. Donc, sans surprise, le fameux discours de remettre la faute sur le dos des victimes dans des cas de violence à caractère sexuel, c'est un discours qu'on entend beaucoup trop souvent. Puis c'est la raison pour laquelle le geste de Kyle Beach était énormément courageux. Puis je pense que c'est important de saluer son courage pour tenter de changer un peu ce problème qui peut être institutionnel au sein de la LNH. Ouais, ben regarde, moi, c'est peut-être. Il y a Kyle Beach qui est juste comme qui est sorti 10 ans plus tard. C'est comme complètement. En plus, il y a du monde là-dedans que Patrick Kane, Jonathan Toews, c'était du monde qui était déjà dans l'équipe, qui avait déjà un impact, du leadership, une gestion du locker room. T'as le coach Kenville qui, lui, a eu une longue carrière. Et là, on sort tout ça et on apprend à quel point ces personnes-là ont fermé les yeux. Puis c'est tellement bon, c'est ça, je ne veux pas baser l'épisode parce qu'on pourra en parler 30 minutes, mais c'est juste le petit résumé que tu as fait là, c'est tellement absurde que tout d'un coup, cette équipe-là n'a aucune conséquence. Qui se commence avec. Tu suis un peu le hockey en marge un peu, puis Connor Bedard, tout le monde l'a entendu parler de lui. Ben oui. Et là, tout d'un coup, il se ramasse avec ce jeune-là qui va redonner toute la vie à cette équipe-là, qui va vivre dans cette ville-là, qui va. C'est juste un peu. Ben oui, c'est un privilège d'avoir un talent générationnel comme ça sur ses bancs. Puis est-ce que cette équipe-là est digne d'avoir ce privilège-là? Je pense que c'est une question tout de suite, en tout cas. Parce qu'on entend qu'ils n'ont pas encore fait de gestes pour vraiment réparer ce qui s'est passé dans le passé. Ils n'ont pas tenu responsabilité. Aucunement. Puis en tout cas, c'est juste, c'est ça. Moi, je trouve ça complètement dommage que la Ligue nationale ne fait aucun mouvement pour un peu empêcher cette équipe-là de repartir autant facilement. En tout cas, il y a ça, il y a eu Kane qui a eu d'autres histoires et juste
Chicago en tant qu'organisation avec leur logo et leur nom, que ça, c'est une autre d'appropriation culturelle et un autre terme, c'est une autre conversation. Instrumentaliser les Premières Nations pour en faire son logo, ça aussi, c'est quelque chose de critiquable. Mais c'est ça, là n'est pas la question, dans le sens que, bon, I guess qu'ils ont eu des ententes. Je pense qu'il y a quelques années, il y en avait eu même, qu'ils avaient parlé avec des nations et autres. Mais chaque chose en son temps. C'est ça, on verra, mais c'est juste, c'est ça. C'est doutable un peu que cette équipe-là se ramasse avec. Tu sais, mettons, on va revenir à juste Arizona qui avait fait des trainings de joueurs, puis qui avait, pendant l'été, illégalement, avait pris des données de leurs joueurs, puis fait des entraînements et autres qui avaient été illégales, et la Ligue nationale avait jugé que, ben, comme ils avaient enfreint les règles, ben, ils n'avaient pas le droit à leur choix de première ronde. Et là, Chicago, eux, font ça, et tout d'un coup, il n'y a rien, on n'en parle même pas, puis ça passe dans le beurre, c'est ça, aucune conséquence, donc c'est peut-être ça qui est un peu doutable. Mais as-tu quelque chose à finir, conclure? Puis sinon, Renaud, vas-y, t'as rien dit à date. Ben non, ben ça flot mieux quand vous êtes à côté pour ce genre de sujet-là, mais je te remercie, Alexandrine, d'être venue en parler. Puis, s'il y a des gens qui veulent rentrer plus en détail là-dedans, je vous pointerai vers le podcast de Steve Dangle où il a fait une interview de, je pense, 45 minutes environ du journaliste qui a aidé Kyle Beach à sortir toutes ces informations-là. Donc, où il rentre absolument en détail là-dedans, pourquoi ça a été autant difficile de sortir ça. Donc, renseignez-vous là-dessus, je vous encourage à le faire. Là. C'est super intéressant comme podcast, mais dur à écouter. Mais on pourrait essayer de trouver une manière de le plugger dans les commentaires ou dans la bio. Oui, absolument. On va essayer. Mais, merci les gars, bon podcast. Bon, mais pour revenir à un sujet, écoute, plus léger, après ça, là, on parle beaucoup du draft 2023, mais nous deux, on a eu la chance l'année dernière, après avoir scouté toute l'année les jeunes dans leur propre ligue, de voir, pas beaucoup, mais certains des choix de première ronde 2022 jouer devant nous grâce à nos billets de saison à Laval. Et puis, écoute, j'aimerais t'en parler. Je pense que j'en ai 3-4 pris en note. J'aimerais t'en parler, qu'on sorte un petit peu nos pensées sur ces joueurs-là. Juste se mettre l'eau à la bouche avant la saison prochaine de la classe 2023. Ouais, puis de ces joueurs-là, ça se pourrait que ça soit la dernière fois qu'on les voit à la Place Belle parce que absolument. Plus vite qu'on le pensait dans la Ligue nationale. Pour commencer, moi, écoute, un des gars qu'on a vu vers la fin de saison, je commencerai avec Joachim Kemmel, un gars qui était très, très high production dans sa ligue en Europe. Et puis, je pense qu'il y avait beaucoup de red flags autour de sa production qui ont fait que il a droppé. Tu sais, quand tu regardes ses points, tu te dis, hey, ce gars-là, c'est sûr qu'il est top 10, top 5. Puis, il y avait beaucoup de lacunes dans son jeu défensif, un petit peu dans son build, qui a fait en sorte qu'il y avait beaucoup de scouts qui étaient un petit peu réticents, si je peux le dire comme ça, à le prendre. Mais il a quand même été pris dans la première ronde, et puis par Nashville. Et puis, nous, on a eu la chance de le voir à Milwaukee, puis jouer quand même une game très solide. Donc, le sample qu'on a eu était très bon, mais encore une fois, tu voyais un peu les lacunes dans le sens où la game qui était très solide, c'est que les joueurs de son trio ont été capables puis lui, il était capable de s'ouvrir dans la zone offensive, dans des super bons endroits, de se mettre dans des super bonnes chances, mais je vois complètement l'argument comme quoi, en zone défensive, c'est pas un gars qui est très, très utile. Puis même pour les jeux de transition dans la game qu'on l'a vu, je ne l'ai pas trouvé super impressionnant. C'était vraiment quand il était en zone offensive, puis il y avait la puck, puis un petit peu d'espace. Là, tu vois tout le talent que ce gars a, mais ça voyait quand même clairement les petits trucs qu'il y a à travailler. Mais on s'attend quand même à un gars qui va être super high production, même en NHL, je pense. Ouais, ben, tu sais, on l'avait vu, puis c'était un match critique pour Laval. Puis je pense que eux, Milwaukee, ils le savaient. Et il avait commencé avec, tu sais, je pense qu'on ne le voyait pas tant au début. Il était un peu timide. Et tranquillement, juste par des petits gestes, tout au long du match, il faisait mal. Il faisait juste les bonnes affaires offensivement. C'est sûr qu'il trichait un peu en défensive, mais c'est le genre d'affaires que c'est un peu aléatoire des fois, ben, sans être dans les organisations, sans avoir des informations de l'inside, de l'intérieur. On ne peut pas savoir, mais tu sais, un jeune joueur va souvent avoir des difficultés défensives et ça va se développer au fil du temps avec la maturité. Tu sais, Kemmel a 18-19 ans. Donc, non, absolument, absolument. On ne peut pas avoir un joueur déjà complet. La plupart des joueurs de même, ils se fient à leur talent offensif.
parce que ça a toujours marché dans toutes les ligues. À un moment donné, ben, quand tu te ramasses dans la Ligue nationale, tu ne peux pas juste faire des buts parce que les autres joueurs de l'autre bord, c'est les meilleurs du monde aussi. Mais Kemmel, c'est vraiment ça. C'est qu'il a commencé la saison de son draft en Finlande. Il pétait des scores. Il était en train de briser tous les records. Il était au top de la Liga. Donc, la Ligue professionnelle de Finlande, il a été longtemps le numéro 1 en termes de points. Juste ça, c'était déjà énorme. Et c'est pas pour rien qu'il est tombé 17e. C'est que justement, il y avait des lacunes autres que la défensive. Il y avait aussi une question de est-ce qu'à l'extérieur de la patinoire, c'est tant une personne que tu veux dans ton équipe? Est-ce qu'il est, y a-tu un compete level? Est-ce qu'il est compétitif? Est-ce qu'il va faire tout pour gagner ou il va juste faire pour ses points à lui? Donc, c'est plein d'affaires comme ça que, on en voit des joueurs de même tomber. Mettons Crystal cette année, je pense que ça va être ça, qui ne va pas se ramasser au rang repêché qu'il le serait si on faisait juste regarder les stats. Oui, absolument. Puis, écoute, pour finir sur Kemmel, j'aimerais quand même dire qu'il y avait un haut niveau de production dans sa ligue en Europe. Et puis là, il arrive en AHL, puis il a montré qu'il était capable de garder ce niveau de production-là, ce qui est déjà super impressionnant et qui montre que, écoute, le jeu en zone offensive, il est maîtrisé. Puis si après ça, en faisant le jump en NHL, ce niveau de production reste là, bien déjà là, même si le gars reste un petit peu fantôme en défense, écoute, c'est un gars qui est capable de te mettre 70-80 points en attaque. C'est quand même un énorme argument pour l'avoir dans ton équipe, même si défensif, c'est pas le meilleur. Par contre, un autre gars qu'on a vu jouer, que moi j'ai trouvé pas mal plus, il m'a impressionné par à quel point il avait l'air prêt à être là. Puis en plus, lui, on l'a vu jouer en début de saison. C'était Jerry Coolidge, que Buffalo ont pris, qui est joué à Rochester. Et puis lui, écoute, si tu m'avais dit que c'était un gars qui était là depuis 2018 dans la AHL, un gars qui est rendu habitué, je t'aurais cru parce que pour un jeune de son âge, il est arrivé, il s'est mis en confiance, il fit super bien avec son équipe. On parle encore de quelqu'un qui fait les bons jeux, qui a une excellente vision du jeu, les passes, qui lance l'attaque, qui énergise son trio. Et puis, je pense que d'être une pièce clé comme ça pour ton équipe HL à ta première saison, ça en dit beaucoup sur lui, surtout pour un gars qui a été pris. Lui, ça n'a pas été le 5e overall, ça a été dans les late first 28e. round, 28e. C'est super impressionnant. Et lui, on fait confiance. Et puis, cette année, il a montré qu'il était prêt. Et puis, lui, c'est un gars, je pense qu'il aurait pu faire l'équipe à Buffalo aussi si il y avait eu l'espace pour lui. Là, en ce moment, à Buffalo, il y a beaucoup de joueurs qui se démarquent. Et puis, je ne pense pas qu'il aurait pu le mettre dans un rôle où il aurait pu autant s'épanouir, si on peut dire, qu'à Rochester. Je pense que c'était la situation parfaite pour lui. Puis, il va être mis en confiance pour sa première année en NHL. J'ai adoré ce que j'ai vu de lui. Ben, tu sais, un peu comme Holtz, comme tu dis. Holtz, il a le talent pour faire la Ligue nationale. C'est juste que New Jersey n'ont pas besoin de Holtz sur le 4e trio et Holtz n'a pas besoin d'être sur le 4e trio de New Jersey parce que c'est pas un endroit pour un joueur de talent comme ça. Puis même si Buffalo sont dans une autre situation en termes de la LNH présentement, je pense que Coolidge, ça aurait été trop vite de le précipiter dans la Ligue nationale. Là, il est capable de faire 46 points en 64 matchs, de jouer contre un niveau qui peut-être est plus proche de ce qu'il jouait l'année passée en Tchéquie. Ouais, ben c'est Et ça qu'on parle. dans les playoffs en ce moment, ils sont en finale de la division. Ouais. Et il a 4 points en 3 matchs, 3 buts en 3 matchs. C'est vraiment un joueur dominant. Il est 6 pieds. Donc, c'est pas comme si c'était un joueur qui était déjà énorme, contrairement aux autres. Là. C'est juste qu'il y a une bonne force physique. Ça, on le voit directement. T'sais. On le voit qu'il a déjà l'air d'un homme sur la glace. Puis, tu sais, bon, c'est l'année passée, je me rappelle de regarder un peu les guides de TSLH Espoir et autres, du monde qui parlait que Coolidge, ça devait être un des prospects les plus proches de la Ligue nationale. Est-ce que ça va devenir le joueur, au final, à la fin des carrières des joueurs de 2022, est-ce que ça va devenir le joueur avec le plus de production ou le plus. Est-ce que ça va être un gros style? Peut-être pas, mais ça va avoir été un joueur qui va avoir joué beaucoup de matchs, je pense, et qui va avoir cumuler peut-être des saisons de 60 points. Je pense que c'est une projection qui est très juste. Un joueur de 2e trio, 2e power play, quand Buffalo va être à leur maturité. Puis c'est ça, je veux dire, un peu contrairement à Kemmel, lui, dès le début des matchs, tu le vois, tu n'as même pas besoin, comme tu le dis, ça a déjà l'air d'un vétéran. Lui, dès le début, il n'a même pas besoin de se tremper un peu les pieds. Là. C'est comme directement. On le voit que c'est un des joueurs les plus utilisés de son équipe. C'est un des joueurs importants. Son coach l'adore. Donc, tu sais, en tout cas, Béchard, on va attendre. Mais c'est sûr que Coolidge, ça serait déjà bien de l'avoir à Laval.
Ouais, ça aurait été le fun d'avoir cette saison, là, surtout avec la sortie qu'on a eue en playoff. Mais bon, c'est ça. Je pense que au niveau du potentiel de production, je pense que tout le monde s'attendait à ce que Mesher soit plus haut, même si, il y a beaucoup plus de lacunes. Là. Je ne sais pas, Mesher, quand tu le regardes jouer, c'est clair. C'est un des joueurs que j'ai trouvé cette année que ça a été le plus facile de regarder qu'est-ce qu'il faut travailler. Tu sais, son jeu est vraiment facile à lire. Et puis, il y a des petites améliorations à faire, comme aller plus au centre, aller plus se mettre son corps et la puck devant le net qui pourrait faire de lui un joueur super létal. Mais tantôt, tu as parlé de, est-ce qu'on va voir Kulich comme un des gars de la classe 2022 avec le plus de points? Je ne sais pas. Par contre, je dois dire que son 46 points en AHL cette saison, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un gars que je le voyais pas comme arriver à Rochester et être celui qui a un des gars qui a le plus de points. Donc, je ne sais pas si je dirais que je m'attends à ce qu'il y ait l'équivalent NHL, mais il pourrait surprendre comme il a fait cette saison en AHL. Sinon, Ouais. Mais tu sais, juste finir là-dessus, c'est juste. Ouais. Pour l'instant, ça augure bien. Des fois, il y en a que tu regardes rétrospectivement et ils ont eu une bonne saison première à 18 ans, 19 ans en AHL et là, après, ça a dégringolé. Mais lui, pour l'instant, tout va bien et il m'a l'air d'un gars qui n'a pas trop de risques attachés à lui. Ouais, ben écoute, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, c'est un des gars, je dois dire, que j'ai le plus hâte de voir jouer en NHL. Je me croise les doigts pour la saison prochaine, juste pour le fun de le voir jouer, mais tout va dépendre de la situation à Buffalo. Puis, Ça m'étonne pas. ouais, moi non plus, mais c'est ça, s'il y a l'espace. Il est prêt en tout cas. Puis, pour Claude, notre sujet là-dessus, j'aimerais sortir un petit peu du moule qu'on s'était mis sur ce sujet-là. Donc, ça fait depuis le premier épisode, écoute, que j'essaie de trouver le moment pour parler de ce joueur-là. En fait, vers la fin de la saison à Laval, moi puis Jules, on est allé voir les Bridgeport Islanders, l'équipe en dessous des Islanders. Et puis, on regardait les noms des joueurs, puis les gros noms, tu sais, Dufour, on était comment, on a hâte de voir. Puis finalement, en regardant la game, il y a un certain Durando qu'il s'appelle, qui a été repêché 6e ronde en 2017, qui a 24 ans, que je dois dire, je pense que c'est un des seuls gars pour qui je pourrais dire ça cette saison en AHL qui m'a complètement ébloui, épaté, qu'à chaque présence qui était sur la glace, que ce soit dans la récupération dans sa propre zone, l'amener dans la zone offensive ou ce qu'il faisait dans la zone offensive m'a complètement épaté. Il était excellent. On ne pouvait pas le rater. Donc, écoute, je laisse ça à ça juste pour dire que je l'ai vu jouer un match, c'est tout, mais ce match-là, il m'a complètement ébloui. Je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'ai vu d'un joueur en HL. Cette saison, Durando, c'est 55 points en 68 matchs. Et puis, moi, je me dis, écoute, peut-être un late bloomer pour un 6e round pick. Il a 24 ans, donc c'est pas un jeune prospect qui va venir et qui pourrait devenir un des points de leader des Islanders, mais il pourrait monter et puis avoir un très, très gros impact sur leur 3-4e trio. Donc, c'est un gars que je pense qu'il va jouer en NHL dans les saisons qui s'en viennent. Puis juste à regarder parce que je vous dis, il est super amusant à regarder jouer. Je pense que Jules peut témoigner là-dessus. Ouais, ben, tu sais, il a joué son premier match cette année dans la Ligue nationale. Je le vois un peu comme situation, là, pas comme type de joueur, mais un peu comme la RHP. C'est Ouais. RHP, la saison passée, il a joué 4 matchs. Et là, cette année, il a commencé un peu boîte-bête en AHL. Puis ensuite, il a décollé, puis il s'est ramassé dans la Ligue nationale et il est devenu un peu. Tout le monde maintenant, sans équivoque, dirait que RHP, c'est un joueur qui appartient à la Ligue nationale. Durando, je le vois un peu comme ça dans le style. L'année prochaine, ça se pourrait qu'il commence la saison à Bridgeport. Mais là, par exemple, il va devoir passer le balotage. Je ne sais pas, mais en même temps, c'est pas un joueur que je vois une équipe prendre au balotage parce qu'il n'a rien prouvé encore pour être un joueur constant dans la Ligue nationale. Mais c'est le genre de joueur que je verrais peut-être commencer en AHL, puis ensuite prendre une place pendant qu'il y a un blessé, puis juste y rester en Ligue nationale parce qu'il est proche, il était là. Justement, il avait tellement un gros impact. Puis, tu sais, bon, on l'a vu un match, mais ses stats le prouvent un peu. Son équipe n'était pas une top équipe, puis il a été capable de driver sa ligne et tout. Donc, c'est comme tu dis, un joueur de 3e, 4e trio. J'ai aucun problème avec ça, moi, de vraiment le projeter là-dessus. Non, absolument. Puis les Highlanders, c'est une équipe que je pense que dans les années qui viennent vont avoir de la place pour un gars comme ça. Donc, si écoute, ils le gardent, ils ne le perdent pas aux waivers, comme tu dis, je pense pas non plus que c'est un gars qui va être pris. Et je pense qu'il va avoir l'occasion de le prouver. Maintenant, c'est est-ce qu'il va le faire? Je vous dis qu'il pourrait
à voir. Pour rentrer dans notre dernier sujet de la journée, là, Jules, as-tu regardé un petit peu les séries de la GMQ? Malheureusement, je suis en France. J'ai regardé vraiment d'un œil très loin. J'ai regardé le podcast hier, le segment de Camille, notre chroniqueuse, mais c'est sûr que j'ai regardé des highlights, j'ai regardé mon feed Twitter pour rester actif, rester connaître un peu les choses, les nouvelles, si je pourrais dire. J'ai su, mettons, que Dumais allait peut-être revenir dans la série, ce qui pourrait être énorme pour Halifax, mais je dois dire que je suis étonné de la série de Québec-Gatineau. Je Absolument. pense que, comme tout le monde, on aurait cru que cette série-là serait rendue un peu plus loin, mais ça prouve un peu à quel point Québec, ils sont dominants. Puis, on dirait que je les vois pas se rendre à la Coupe Mémoriale. Je pense qu'il n'y a pas une équipe qui est capable de rivaliser avec le leadership, avec la profondeur, avec la grosseur de leurs joueurs, de leur équipe. Puis même la grosseur, même pas juste physique, juste mettons un gars comme Gaucher, ou il y en a un autre que j'aime bien, Agostino, qui sont des gars de caractère qui ont tellement le grit pour tellement le grit pour les séries. Ouais, les séries, oui. Puis William Rousseau, la semaine passée, on a parlé à un peu son homologue, si je pourrais dire, son rival. Son pire ennemi, je pourrais dire son rival, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, juste Rousseau, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait comme job. Puis garde, je veux juste dire salut à Philippe Labrie qui nous dit salut de Facebook. Donc, merci d'être présent ce soir. Mais c'est ça, regarde, malheureusement, en ce moment, il faut que je choisisse un peu mes moments où ce que je suis. Je ne sais pas si toi, tu as plus de choses à dire là-dessus. Je pense que pour un gars qui n'a pas regardé les séries, tu as quand même bien fait le portrait de Rempart. Par contre, je dois dire que moi aussi, je pencherais plus du côté des Remparts pour la finale. Par contre, j'aimerais bien quand même faire le cas pour Halifax, qui sont l'équipe qui ont fini, écoute, dans le haut du classement aussi, et puis ce qui est gros, c'est quand ils sont rentrés dans la série contre Sherbrooke, ils ont perdu les 2 premières games. Je me suis dit, OK, ils se font surclasser. Je pense, je les vois pas rentrer là-dedans. Puis ils ont été capables de se ressaisir, faire une fin de série qui est incroyable. Et puis il faut jamais sous-estimer une équipe qui vient de remonter de 2-0 pour gagner les 4 matchs d'affilée. Donc, je pense qu'on va avoir une excellente finale avec 2 équipes qui pourraient tout l'emporter, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que je pencherais plus du côté de Québec parce que, veux pas aussi, je pense que Québec, ça fait quelques années qu'ils savent que c'est leur moment, qu'ils ont des gars qui sont vraiment... Nathan Gaucher, c'est vraiment un gars de série, à mon avis. Justin Robida qui est allé à la finale, c'était 2021, je pense, avec les Foreurs. C'est des gars qui ont faim pour ça et puis qui ont une équipe vraiment bâtie pour les séries à la GMQ, je pense. Tu parles d'une équipe qui remonte de 2. On l'a vu, New York contre New Jersey. New York gagnait 2-0 et là, New Jersey remonte à 2-2 et ils finissent par gagner la série. Et là, c'est un peu ce qui se reproduit. Là. Caroline gagne les 2 premiers matchs et là, New Jersey sort et démonte Caroline. Donc, tu sais, il y a des équipes de même que des fois, ils ont tellement de caractère dans l'équipe, un bon leadership. Et encore une fois, justement, quand je disais tantôt qu'on ne peut pas trop savoir quand on n'est pas dans l'organisation ou quand on n'a pas de contact dans l'organisation, on ne sait pas à quel point une équipe le veut. Puis des fois, ce qui s'en vient à qui gagne le trophée, c'est juste l'équipe qui le veut plus. Oui, absolument. Là, Labrie dit que c'est Val d'Or qui aurait perdu l'année passée en demi-finale. Je ne sais pas, toi, tu sais plus, tu suis plus Val d'Or, l'année dernière, il me semble qu'ils ont perdu en première ronde. En 2021, ils ont perdu en finale. OK. Là, il dit l'année passée, on a perdu en demi-finale, mais bon. Okay. Mais regarde, moi, on parle des séries. Là, je veux juste aller à l'autre extrême. Les équipes qui n'ont pas fait les séries, ils ont quand même un prix de consolation. Le draft, comme dans la Ligue nationale, et la liste finale du CSR, donc le club. Comment je pourrais dire ça? L'organisation de recrutement de la Comme Ligue. le Central Scouting, mais pour la GMQ. C'est ça. Ils ont sorti leur liste, puis quand même assez. Comment dire? On est quand même assez chanceux parce que les 5 premiers, on les a vus jouer. On va commencer avec Caleb Desnoyers et Émile Guité, qui sont les deux avec Saint-Hyacinthe, qu'on a vu jouer 2 matchs. Je pense que c'est sans surprise Desnoyers qui soit le premier. Mais, par exemple, Guité, j'aurais pas pensé qu'il soit le deuxième. J'aurais pensé que Guité soit plus troisième, quatrième, mais bon,
je pense que ça ne m'étonne pas non plus. Guité, c'est vraiment le joueur qui. À quelque part, ça ne m'étonnerait pas de le voir sortir premier parce que Guité, à certains moments, tu peux te demander est-ce que Caleb Desnoyers ne bénéficie pas du jeu et du fait que Guité est sur son trio. Guité, c'est souvent lui qui allait. Bon, d'un, c'est un très bon tireur et je le trouvais très bon comment je pourrais dire ça, en transition et en création de jeu dans la zone offensive. Transition, c'était plus Desnoyers, mais je le voyais des fois avoir des petites bribes. Mais bon, Desnoyers, Guité, les deux premiers. Puis bon. C'est ça. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que Desnoyers, Guité, c'est des gars, quand on les regardait jouer aussi, ils se complètent tellement bien. Fait que là, je suis curieux aussi de voir comment est-ce que ça va se passer la saison prochaine. Ben, en tout cas, c'est les deux. Sûrement qu'ils vont la faire, mais si les deux jouent à temps plein dans la JMQ, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont se développer chacun de son bord. Puis Émile Guité, comme tu dis, moi, je trouve que c'est juste un excellent talent complet. Quand ses coéquipiers sont en train de faire des petits moves dans la zone offensive, il est capable de se faire oublier, de s'ouvrir, puis de se placer pour avoir un shot létal qui, lui, son tir est excellent. Puis quand c'est à lui de faire l'entrée puis la passe, il le fait. Fait que déjà, un gars qui fait ces deux aspects-là de autant belle façon qu'Émile Guité fait, que ce soit numéro 1 ou numéro 2, les deux équipes vont avoir des très beaux prospects en Desnoyers, qui est un peu un attaquant qu'on a vu jouer un beau jeu two-way. Pour la majorité des périodes qu'on l'a vu à la Coupe des Champions. Puis Guité, écoute, juste un joueur que je le décrirais vraiment par létal. Et puis, les 5 premiers, c'est excellent. Par contre, à mentionner, Zachary Morin, qui est numéro 2 ou numéro 3 dans la liste, a annoncé que lui, la saison passée, il irait en NCAA. Donc, forte chance qu'il baisse dans les pics parce que, justement, c'est quasiment sûr qu'il ne viendra pas jouer à la JMQ, mais un très beau talent. Il est monté en QM18, il était jeune. Nous, on l'a vu jouer, il avait quoi, 15 ans? Il avait 15 ans. Ouais. Donc, ça témoigne de à quel point c'est un talent. Et puis, j'ai hâte de le voir évoluer, même si ce n'est pas devant nous à la JMQ. Puis, j'aimerais quand même... Attends, je veux juste finir 2 secondes sur un peu l'affaire de Desnoyers. C'est le genre de joueur que je prends premier juste parce que c'est un gars qui pourrait devenir un joueur de franchise. Et là, quand je dis un joueur de franchise, c'est pas un joueur générationnel, ni un Stamkos, je le vois plus genre sur la glace. Il y a un leadership, lui, il a un compete level, il l'a. Tu veux ce gars-là pour te rendre loin en série, tu veux ce gars-là pour gagner ta coupe. C'est un gars qui. C'est une star, c'est un capitaine Desnoyers. Puis c'est pour ça que je le mettrais au-dessus de Guité, puis c'est pour ça que la Ligue l'a sûrement mis au-dessus de Guité. C'est que c'est le joueur de ton équipe, c'est la face. Il peut avoir le stress, il peut avoir toute la pression, ça va être Desnoyers. Il va être capable de l'endurer, puis même il va se nourrir de ça. Morin, bon, il s'en va au Phantom de Youngstown en USHL l'année prochaine. Il est déjà signé, il est déjà enroulé, tout. Ouais, donc, sûr qu'il va dropper dans la Ligue junior majeure. Par contre, il n'est pas encore signé avec une université. Mais je ne connais pas exactement c'est quoi les ententes entre USHL et LHMQ. Mais je pense que si un joueur joue dans la USHL, pour qu'il aille en LHMQ, il faut qu'il y ait comme un bris de contrat entre les deux. Tout ça pour dire que notre défenseur préféré, Alex Wong, qui est 5e, lui, il pourrait se ramasser dans les bras de Val d'Or. Je vous le souhaite parce que Alex Wong pourrait vraiment devenir un top prospect en 2025. Surtout avec les joueurs que les Foreurs sont allés chercher au repêchage l'année dernière, d'autres super bons jeunes attaquants et défenseurs. Je pense qu'ils vont avoir une super belle équipe pour le futur. Et puis Alex Wong, ça pourrait être la pièce finale pour build une équipe qui est très compétente. Et puis je suis très d'accord avec tes points comme quoi Desnoyers, écoute, c'est juste le gars autour de qui tu veux build. Dans les 6 périodes qu'on l'a vu jouer, j'ai trouvé qu'il était vraiment capable de changer son style de jeu vite. Quand il y avait besoin d'être ultra offensif, il le faisait. Quand il y avait besoin de jouer sur le penalty kill, être effectif en zone défensive, il l'a fait. Donc, c'est vraiment le type de joueur autour de qui tu veux build. Et puis, écoute, juste avant de conclure le podcast, j'aimerais quand même donner une mention spéciale à Labelle, qui est 18e dans la liste, un centre de 6 pieds 4 qu'on a vu jouer 2 parties aussi. Je ne m'attendais pas à le voir autant haut, en toute honnêteté, mais son gabarit et sa vision de jeu, moi, j'ai trouvé super intéressante. Donc, c'est un joueur que, même si je ne m'attendais pas à voir autant haut, je vois le potentiel qu'il pourrait avoir et puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il pourrait amener à une équipe LHMQ.
Ouais, puis ben, tu as parlé de Labelle, là, juste parler de la selle, qui est Ouais. le supposé être le premier gardien repêché. Puis bon, on l'avait vu, on en avait parlé dans notre premier podcast à quel point justement on avait vu justement dès le début de la période, il s'était fait trouer et il y avait eu un speech de son coach, il était retourné sur la glace et il avait fermé la porte. Donc vraiment, joueur par excellence de la Ligue junior, la Ligue Ouais. Midget 3. Wow. Ça pour dire que bon, ce draft-ci, on peut jamais vraiment savoir à quel point il va être bon au long terme, mais il y a des gars comme Philippe Veilleux que ça fait depuis qu'ils ont 12-13 ans que je suis sur Instagram et sur les réseaux parce que c'est des talents purs. Ça va être très intéressant de voir ça. Puis ben Gab, je veux finir l'épisode parce que un peu le Canadien et leur énorme piscine d'espoir, ben, on est chanceux, on se ramasse avec une finale en OHL, dans la Ligue junior en Ontario. On se ramasse avec les Peterborough, les Saints. C'est-tu les Saints? Mais Peterborough, là, j'ai un blanc de mémoire. C'est-tu les... C'est pas les Je me Saints. souviens pas du nom de l'équipe, mais Peterborough. Ouais. De toute façon, c'est les Peaks. Peterborough, Genre ouais, sur le ouais, chandail, les là. Pete's, Fait c'est que... ça, ouais. C'est les Pete's. En tout cas, les Pete's contre les London Knights, donc les Ouais. Chevaliers de Londres. Donc, ça, c'est vraiment une traduction française. Mais l'équipe de Logan Mayou contre l'équipe de Owen Beck. Ouais, donc c'est les Pete's de Peterborough. Ils sont vraiment pas allés loin pour trouver leur nom d'équipe. Mais c'est Ouais, ça. Fait que, merci Claude. Mais oui, c'est ça. Fait que Mayou contre Beck, ça va être intéressant de voir justement Beck, l'attaquant défensif responsable, contre Mayou, le défenseur offensif aucunement responsable. Donc, c'est ça. Ça va être le hockey à regarder, à part des séries LNH pour les semaines qui suivent. Et puis, écoutez, on a parlé aussi un petit peu du repêchage de la GMQ. Là. Je sais que Seb l'a annoncé dans le podcast hier, mais quand ça va être la journée du draft, il va y avoir une émission spéciale où on va couvrir pic par pic. Moi et Jules, je ne suis pas certain qu'on va être là tout l'épisode, mais c'est sûr qu'on va faire une apparence, en tout cas, analyser les joueurs un petit peu qu'on connaît. Donc, si jamais vous êtes intéressés, ça va être un cool épisode, je pense. Puis, j'aimerais finir en vous remerciant d'être venu au numéro 5. On espère vous voir encore au numéro 6. C'est toujours le fun de faire ça. Ouais, ben regarde, la semaine prochaine, on va être ensemble. Je vais être revenu de la France. Et là, on a un invité aussi la semaine prochaine, et ça, c'est officiel. Mais est-ce est-ce que tu l'as dévoilé? Est-ce qu'on. Non, j'encouragerais les gens à venir voir notre Twitter, Facebook, Instagram. 24 à 48 heures avant l'épisode, je vais faire le grand dévoilement de notre invité, juste pour pas dire ça trop tôt. Garder un petit peu d'excitement. Ouais, puis je veux juste aussi dire qu'on a lancé un appel à si des gens sont intéressés à être chroniqueurs. Ouais. On a un blog où est-ce qu'on veut justement mettre un peu plus d'énergie dedans. On veut renseigner les gens. On veut, si vous êtes intéressé à donner votre opinion sur des sujets, vraiment, vous êtes complètement libre là, en fait, pour les sujets. C'est hockey, sport en général, mais aussi sur les nouvelles. On veut du monde qui sont passionnés, mais aussi qui ont une bonne maîtrise du français. Ouais. Fait que c'est vraiment, c'est ça, là. Venez nous joindre, on est super sympathique, Ouais, on c'est ne super mord pas. cool. Puis on est super cool, on a une belle équipe. Puis ben, il y a encore le concours pour le chandail et pour un Jusqu'au draft article. NHL. Donc c'est ça, on a plusieurs, exactement, le concours ici. Donc on a plusieurs événements Projet, très oui. intéressants à venir sur la chaîne. Puis ben, sur ça, regarde, je veux te dire bye d'ici, il est 2 heures, mais c'est correct. Ouais, puis on retourne au normal la semaine prochaine. Oui, complètement. Profitez. Avec un bel invité. Donc, Ben oui, je ça va être ne vais cool. pas en dire trop. Si on reste en ligne, je vais le dire. Donc, Ben oui. Profite bien de la fin de tes vacances, Jules. merci. Ben, bon souper, Renaud. Il est 8 heures chez vous. Merci. J'ai une grosse journée demain. Bon, bonne Bye. nuit. Merci pour la bande. Merci à Claude. Bonne soirée.